Le cercueil était encore ouvert lorsque la lettre me glissa entre les mains. Je sens encore le papier, froid, fin, tremblant, comme s'il recelait un secret trop lourd pour sa taille. Autour de moi, on murmurait des prières, mais je n'entendais que les battements irréguliers et bruyants de mon cœur. Mon mari était mort. L'homme avec qui j'avais partagé toute ma vie gisait maintenant silencieusement devant moi. Et pourtant, même dans la mort, il avait quelque chose à me dire. On dit que les funérailles sont les adieux définitifs. Mais que se passe-t-il si les vrais adieux se trouvent dans une enveloppe? Et si la personne que vous avez enterrée n'était pas celle que vous pensiez connaître? Cette question me brûlait les lèvres tandis que je tenais ce morceau de papier entre mes mains gantées, comme si c'était la seule chose qui me retenait debout. L'atmosphère dans l'église était pesante. Le parfum des fleurs, des lys, ses préférés, était suffocant, presque ironique. Je regardais les gens pleurer, le visage déformé par le chagrin, sans me rendre compte que, derrière mon voile noir, ma propre douleur commençait déjà à se muer en autre chose. Le doute, la colère, la curiosité. J'avais envie d'ouvrir l'enveloppe là, au milieu des bougies et des couronnes, mais une voix intérieure murmurait « Pas encore ». C'est étrange comme un simple objet peut changer la façon dont la lumière pénètre dans une pièce. Cette lettre palpitait dans ma main comme si elle avait une vie propre, et à chaque seconde où j'hésitais à l'ouvrir, je sentais le mensonge se répandre autour de moi, sur le point de se briser. La femme à côté de moi, sa sœur, posa la main sur mon épaule et murmura que j'étais forte. J'ai failli rire. Ce n'était pas de la force. C'était de la paralysie. C'était mon corps qui tentait de garder sa dignité alors que le sol se dérobait sous mes pieds. Quand le prêtre commença à parler, ses paroles s'estompèrent en un murmure lointain. Je vis mon reflet dans la lueur du cercueil, déformé, fragile, presque méconnaissable. Derrière moi, des dizaines de visages attentifs, mais aucun ne voyait ce qui se passait réellement. Tous pensaient que je pleurais mon mari disparu. Mais en réalité, je pleurais la fin de ce que je croyais être la vérité. Chaque son semblait plus fort, le froissement des robes, l'écho des chaussures sur le sol, le murmure de la pluie. Tout semblait m'avertir que le monde était sur le point de basculer. Car, au fond de moi, je le savais déjà. Une fois cette enveloppe ouverte, il n'y aurait plus de retour en arrière. Il n'y aurait plus de pardon. Je me souviens avoir pensé, avec une douleur insoutenable, combien la vie peut être cruelle, cachant sa plus grande révélation lors d'un enterrement. Comme une rose qui s'épanouit parmi les cendres. Et je me suis demandé, quel genre d'homme laisse derrière lui des aveux au lieu d'excuses? L'enveloppe était à mon nom. Son écriture, la sienne, m'était familière, précise, celle qui m'avait toujours rassuré. Mais ce jour-là, ces mêmes lettres me semblaient des fissures dans le sol. J'ai passé mon doigt sur mon nom et un frisson m'a parcouru. Dehors, le tonnerre déchira le silence. Les gens inclinèrent la tête pour une dernière prière. Je restais immobile, la lettre entre mes mains, comme si je détenais une phrase. Et peut-être en était-ce une. Car ce que j'allais découvrir ne changerait pas seulement ma perception de l'homme que j'aimais. Cela bouleverserait tout ce que je croyais savoir sur l'amour, la loyauté et sur ce que j'étais vraiment à ses côtés. Dis-moi, comment peut-on pleurer pour quelqu'un qu'on n'a jamais vraiment connu? Lorsque les funérailles furent terminées, les gens commencèrent à partir en silence, comme si chaque pas sur le sol froid leur rappelait que la vie continue même quand la nôtre semble s'être arrêtée. Je suis restée, assise au dernier banc, l'enveloppe toujours entre mes mains. Elle me paraissait plus lourde que le cercueil. Et, un instant, j'ai cru que si je l'ouvrais là, le monde s'effondrerait avec elle. La pluie tambourinait contre les vitraux de l'église, et le bruit était presque hypnotique, comme si le ciel, lui aussi, avait quelque chose à confesser. Ce bout de papier était plus qu'une simple lettre. C'était une frontière. Avant de la lire, j'étais une femme en deuil. Après, je serais une autre. Et cela m'effrayait. Il y a des douleurs qui nous paralysent, et d'autres qui nous précipitent dans un abîme sans retour. J'avais le sentiment que cette lettre était les deux à la fois. Quand j'ai enfin quitté l'église, la ville semblait déserte. Les rues scintillaient sous la pluie, et les lumières se reflétaient dans les flaques comme de minuscules étoiles fondantes. Je marchais lentement, l'enveloppe serrée contre ma poitrine. Je ne voulais pas l'ouvrir en public, ni même chez moi. J'avais besoin d'un endroit où affronter seul ce qui allait arriver. Et d'une certaine manière, j'étais seule depuis longtemps, même avant de l'enterrer. De retour chez moi, le parfum de l'encens persistait sur les murs. Les fleurs que mes amis m'avaient envoyées emplissaient la pièce d'une beauté mélancolique, comme un décor dissimulant la vérité. Je déposai mon manteau sur la chaise, allumai une simple lampe et m'assis à table.
L'enveloppe restait immobile entre mes mains, tandis que tout en moi s'agitait. Son écriture semblait me fixer droit dans les yeux. Les lettres étaient assurées, presque élégantes, à l'image de l'homme que je croyais connaître. À ma femme, disait-on. Simple, direct et cruel. Pendant quelques secondes, je me suis souvenu de ces derniers jours. La lassitude dans son regard, les longs silences avant qu'il ne parle, ces silences entre nous qui sonnaient déjà comme des adieux. Le savait-il? Avait-il écrit cela dans l'espoir que je le haïsse moins? J'ai pris des ciseaux et j'ai déchiré le sceau. Le bruit du papier qui se déchirait était faible, mais il semblait résonner dans toute la maison. À l'intérieur, 3 feuilles de papier soigneusement pliées. Aucune odeur, aucune date. Juste des mots, alignés, organisés, prêts à me détruire. J'ai commencé à lire. Les premières phrases étaient douces. Elles sonnaient comme une supplique de pardon. Elles parlaient de regrets, d'erreurs commises en silence. Mais à mesure que je lisais, la douceur se muait en quelque chose de plus grave. Elle évoquait des vérités qu'il faut dire, même s'il est trop tard. J'eus la gorge sèche. Cette lettre n'était pas une simple confession. C'était une révélation. Ces mots me transperçaient comme des couteaux. À chaque paragraphe, une image surgissait dans mon esprit. Un souvenir, un geste, un mensonge déguisé en affection. C'était comme si, au ralenti, l'histoire de ma vie se réécrivait sous mes yeux. Et le plus terrifiant n'était pas ce qu'elle disait, mais ce qu'elle taisait. J'ai fermé les yeux un instant. Le bruit de la pluie semblait plus fort maintenant, martelant les vitres comme pour s'infiltrer. Les larmes me sont montées, non pas de tristesse, mais de lucidité. C'était la douleur qui surgit quand la vérité finit par rattraper un corps las de faire semblant de ne rien voir. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai contemplé le ciel sombre. Le vent froid m'a caressé et pour la première fois depuis le début, j'ai pris une grande inspiration, tranquillement, sans culpabilité. Car une petite voix intérieure me disait que cette lettre ne s'arrêtait pas là. Que ces mots n'étaient que le commencement de quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé que j'aurais le courage de découvrir. Et c'est peut-être pour cela que tant de gens choisissent de rester ici, après chaque révélation, car ils savent ce que c'est que d'avoir sa vie divisée en un avant et un après. Je ne savais tout simplement pas que elle, après, commencerait précisément le jour où je l'ai enterrée. Ces mots se brouillèrent devant mes yeux. Un instant, je crus mal interpréter ces propos, que la douleur me faisait voir ce qui n'existait pas. Mais tout était là, écrit à l'encre bleue, lettre après lettre, comme si chaque trait avait été choisi délibérément pour me blesser. Il parlait d'une autre femme. Non pas d'une aventure passagère, mais d'une femme qu'il avait aimée en silence, un amour qu'il avait gardé secret pendant des années. Une femme qui, selon lui avait rendu la vie que le mariage lui avait volée. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Les murs, autrefois si familiers, me paraissaient désormais étrangers. J'étais entouré de souvenirs de lui, des photos où il souriait, des cadeaux qu'il m'avait offerts, de vieilles lettres remplies de promesses qui sonnaient maintenant creux. L'ironie était presque cruelle. Il m'a laissé la vérité en héritage. Un testament non pas de possession, mais de mensonge. La lettre poursuivait. Il y disait qu'il avait tenté de prendre ses distances avec cette femme, mais en vain. Qu'il vivait tiraillé entre le devoir et le désir. Qu'il regrettait trop tard. Que la maladie qui l'emportait était aussi le châtiment d'une culpabilité qui le tourmentait. Je lus tout cela d'une main tremblante, le souffle de ma respiration résonnant dans le silence de la pièce. Dehors, le vent fouettait les vitres et, un instant, j'eus l'impression que le monde entier me criait dessus. La colère est venue plus tard, lente, dense, comme une fumée qui m'envahissait de la tête aux pieds. Je n'ai ni crié, ni pleuré. Je suis resté là, immobile, le regard perdu dans le vide, essayant de comprendre comment l'amour que j'avais connu avait pu se transformer en cette farce. J'ai repensé aux nuits passées à son chevet, aux fois où je m'étais agenouillé devant sa souffrance, aux prières que j'avais récitées à l'hôpital. Tout cela me semblait désormais un sacrifice vain, un dévouement aveugle à quelqu'un qui ne méritait plus mes prières. Mais quelque chose d'encore plus cruel se cachait entre les lignes. À la fin de la lettre, elle mentionna un nom que je connaissais. Et quand je lus, j'eus le souffle coupé. C'était quelqu'un de proche, très proche, plus proche que je ne pouvais le supporter. L'image de cette femme commença à se dessiner dans mon esprit, les étreintes prolongées, le regard compatissant, les visites pendant sa maladie. Soudain, tout s'éclaira. Son réconfort n'avait jamais été innocent. La lumière dans la pièce vacilla, comme si l'univers avait réagi à cette révélation.
Un frisson me parcourut le corps. La trahison, je pouvais la supporter. Mais la tromperie de celle que je considérais comme une amie était une blessure inguérissable. Je me mis à errer dans la maison, touchant chaque objet, comme à la recherche d'une part de moi-même restée intacte. L'horloge murale égrenait cruellement les heures, comme pour dire « Maintenant tu sais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» La nuit tomba sans que je m'en aperçoive. Les ombres enveloppèrent les meubles et la faible lumière de la cuisine semblait un témoin silencieux. Je me rassis et relis chaque ligne de la lettre. Pour la seconde fois, les mots sonnaient différemment. Ce n'était pas seulement une confession. C'était un avertissement. Il me demandait de pardonner, de laisser le passé en paix, d'arrêter de chercher des réponses. Et c'est précisément ce qui me fit comprendre. Il y avait autre chose. Quelque chose qu'il essayait encore de dissimuler, même après sa mort. Ce n'était pas une simple histoire de trahison. C'était un labyrinthe de secrets, et j'étais prise au piège. Il ne me restait plus qu'à découvrir si ce qu'il appelait « remords » était sincère, ou simplement un autre moyen de me maintenir captive d'un amour qui n'aurait jamais été complet. Dehors, la pluie recommença à tomber. En moi, une autre tempête se préparait. Et, aussi terrifiant que cela fut, je le savais, je ne pouvais pas rester là. La vérité n'avait pas encore fini de me parler. J'ai passé la nuit entière éveillée, assise à table, la lettre ouverte devant moi comme une plaie qui ne se refermait pas. Ces mots semblaient s'animer dans la lumière jaunâtre de la cuisine, comme s'ils cherchaient encore à me convaincre de quelque chose. Dehors, le vent faisait trembler les fenêtres, et ce bruit ressemblait à un murmure lointain, presque humain. Je me demandais combien de fois j'étais passé devant cette même table, qui me fixait de ce regard serein, dissimulant en elle un secret qui allait me déchirer de l'intérieur. Son nom résonnait dans ma tête comme une mélodie dissonante. Chaque souvenir me revenait déformé, les dîners à la maison, les visites pendant sa maladie, la façon dont elle me tenait la main en me disant « Tu es forte ». À l'époque, je croyais que c'était de l'empathie. Maintenant, je comprends que c'était de la culpabilité. Ce genre de culpabilité qui tente de se dissimuler sous des airs d'affection. Et, malgré la douleur, quelque chose en moi a commencé à changer. La souffrance s'est transformée en autre chose, en lucidité. J'ai compris que sa trahison n'était pas la fin. C'était un miroir, un reflet cruel de tous les moments où j'ai choisi de me taire, de tous les moments où j'ai fait passer son amour avant le mien. Il avait menti, oui, mais je m'étais aussi trompé moi-même, croyant que l'amour suffisait. Et c'est à ce moment précis que beaucoup ressentent le besoin d'accompagner ce chemin, laissant un signe silencieux de compréhension, car ils savent ce que c'est qu'aimer quelqu'un au point de se perdre soi-même. Ce matin-là, je me suis levée et j'ai parcouru la maison comme on traverse un champ après l'orage. Le sol était encore humide de souvenirs, mais l'air sentait déjà le renouveau. Je suis passée devant la chambre, j'ai regardé l'oreiller et j'ai compris que l'espace près du lit n'avait jamais vraiment été mien. Il avait toujours été partagé entre deux mondes, et je n'en habitais qu'un seul. J'ai repris la lettre. Les dernières lignes semblaient exprimer des regrets, mais elles dissimulaient quelque chose qui me troublait. On pouvait y lire « Il y a des choses que tu ignores encore, et c'est peut-être mieux ainsi ». Cette phrase résonnait sans cesse dans ma tête, comme une porte entr'ouverte dans l'obscurité. Quoi d'autre? Que essayait-il encore de protéger ou de cacher même après sa mort? Dans le miroir du salon, j'ai vu mon reflet. Et pour la première fois, je n'ai pas vu une veuve trahie. J'ai vu une femme qui avait survécu. Le visage fatigué, les yeux larmoyants, mais vivante. Ce regard qui apparaît quand l'espoir s'éteint. J'ai eu envie de sourire, non pas de joie, mais de soulagement. C'était comme respirer après des années sous l'eau. L'aube est arrivée en silence. Les rideaux flottaient dans la douce brise et une lumière dorée inondait délicatement la maison, imprégnant chaque recoin d'une promesse silencieuse. J'avais le sentiment que la vie, d'une certaine manière, voulait me montrer quelque chose. Peut-être un chemin, peut-être simplement une raison de continuer. Je suis allée à l'étagère où nous rangions les albums photos. J'ai ouvert le premier, et nous étions là, souriants, jeunes, persuadés que l'amour suffisait. Chaque photo était un souvenir et, en même temps, un mensonge. Son sourire sur les photos était le même que dans la lettre. Beau, serein, mais faux. Pourtant, en me voyant sur ces photos, j'ai compris autre chose. J'étais entière. J'avais été quelqu'un avant lui. Et ce souvenir était le premier pas vers une nouvelle existence. À l'aube, j'ai compris que ce n'était pas la fin du deuil, mais le début d'un éveil. Et même sans savoir ce qui allait arriver, une certitude s'est ancrée en moi.
la vérité, si douloureuse soit-elle, finit toujours par nous libérer. Et la mienne n'avait pas encore fini de se révéler. Les heures qui suivirent s'éternisèrent, comme si le temps avait perdu tout son sens. Je me déplaçais dans la maison comme sur des gravats. Chaque objet semblait receler un secret, chaque photographie un regard que j'interprétais désormais différemment. Étrangement, une fois la vérité révélée, même le silence prit une autre sonorité. Ce n'était plus l'écho de l'absence, mais le souvenir de tout ce qui avait été dit et caché à la fois. J'ai passé mes doigts sur le piano que j'aimais tant et j'ai réalisé que des mois, peut-être des années, s'étaient écoulés depuis que ces touches avaient joué une mélodie. La poussière s'était accumulée comme une métaphore. Tout ce qu'on néglige meurt. Même l'amour. Et la preuve était là, une vie bâtie sur des notes qui ne résonneraient plus jamais. La lettre, toujours sur la table, semblait m'observer de loin. Je la regardais, comme on se regarde dans un miroir brisé. Le reflet, c'était moi, mais ce n'était pas vraiment moi non plus. Une question me hantait. Qui serait-il devenu s'il avait été honnête? Et qui serais-je devenu si j'avais su plus tôt? Son regret pesait désormais lourdement sur mes épaules. Il implorait mon pardon, mais le pardon qu'il désirait était impossible, car on ne peut pardonner à ce à quoi on n'a jamais eu le courage d'être sincère. Pourtant, au fond de moi, quelque chose cherchait à comprendre. L'amour, lorsqu'il mûrit, apprend à coexister avec la douleur. Et c'était peut-être ce que j'étais en train d'apprendre. L'aube suivante se leva, chargée d'arômes de café fraîchement moulu et de terre humide. J'ouvris les fenêtres et le vent emporta le chant des oiseaux, comme si le monde, indifférent à ma douleur, continuait de tourner. Un instant, j'enviais leur simplicité, volée sans souvenir. Moi, en revanche, j'étais faite de souvenirs. Et chacun pesait un peu plus lourd que le précédent. Pourtant, il y avait là quelque chose de nouveau, presque imperceptible. Un fil de liberté. J'ai repris l'album photo. Entre les pages, j'ai trouvé une petite enveloppe pliée, écrite de la même main que la sienne. Mon cœur a fait un bond. Je ne me souvenais pas l'avoir jamais vue. Un instant, j'ai hésité. Peut-être savais-je déjà ce qui allait se passer. Malgré tout, je l'ai ouverte. Le papier était jauni, comme s'il avait été écrit il y a longtemps. Les mots étaient brefs, directs, sans le ton confessionnel de l'autre lettre. C'était presque un rappel. Si jamais je ne suis pas là, regarde dans le coffre-fort du bureau. Tu mérites de tout savoir. Tout. Ce mot m'a frappé comme un éclair. Je savais que le coffre-fort se trouvait derrière le tableau accroché au mur, celui-là même où, d'après lui, il ne conservait que des documents de travail. Je me suis approché et le bruit de mes pas a résonné sur le sol froid. Le tableau était lourd et le contact de son cadre métallique m'a glacé les doigts. Derrière, le coffre-fort, intact, discret, avec la même combinaison que j'avais oubliée il y a des années. Je restais là quelques secondes, à observer l'objet, comme s'il respirait. C'était une présence silencieuse, et pourtant pleine de promesses. Les souvenirs me revinrent en mémoire, lui me demandant de ne jamais y toucher, disant que c'était un truc d'homme. L'obéissance que j'avais si longtemps prise pour du respect sonnait maintenant comme de la soumission. Et c'est là, devant ce mur froid, que je compris. La liberté commence parfois par un petit geste, la désobéissance. J'ai tourné la poignée. Le bruit métallique des engrenages laissait présager quelque chose d'important. Quand la serrure a cédé, mon cœur a failli faire un bond hors de ma poitrine. À l'intérieur se trouvaient des dossiers soigneusement rangés, de vieilles photos et une petite boîte en bois, différente de tout ce que j'avais vu auparavant. Je l'ai prise avec précaution. Sa texture était lisse et polie. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une alliance différente de la mienne et un collier que je n'avais jamais vu. Le métal brillait encore, comme s'il avait été porté récemment. Au fond de la boîte, un petit mot, de son écriture si caractéristique. « Maintenant tu comprends ». Ces mots me brûlaient plus que n'importe quel aveu. J'ai fermé les yeux et inspiré profondément. Dehors, le bruit de la pluie est revenu, rythmé, insistant, comme si le monde attendait ma réaction. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement compris. L'amour que j'avais connu ailleurs avait un nom, un visage, et maintenant, une preuve. Et d'une certaine façon, je savais que cette découverte n'était pas la fin. C'était simplement la porte qui s'ouvrait sur une vérité encore plus grande. Je restais là, face à la boîte ouverte, le collier tremblant encore entre mes doigts. Le métal froid semblait vibrer, comme s'il portait l'écho d'une autre histoire. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres sur le sol, et pendant un instant, tout parut lointain,
la maison, la douleur, même le bruit de la pluie dehors. C'était comme si le temps s'était arrêté pour me contempler. Et pourtant, à l'intérieur, tout était en mouvement. Une avalanche silencieuse, faite de souvenirs, de colère et d'une étrange curiosité qui m'empêchait de lâcher cet objet. Je le retournais entre mes mains, examinant les détails de la chaîne, délicate, presque identique à celle qu'il m'avait offerte pour nos 20 ans. La différence résidait dans le pendentif. Une petite pierre d'un bleu éclatant, rien de comparable à ce qu'il aurait pu choisir pour moi. Sur le couvercle de la boîte, l'odeur du vieux bois se mêlait à son parfum, toujours présent malgré sa mort. C'était un sentiment doux amer. Mon corps réagissait avec nostalgie, mais mon cœur apprenait déjà à se méfier même des gestes les plus tendres. Je me suis assise par terre. Le froid du sol s'infiltrait à travers ma robe, apportant une clarté troublante. Je me suis souvenu des nuits blanches passées à travailler, des fois où j'avais raccroché brusquement, des voyages improvisés. Tout s'éclairait d'un coup, comme les pièces d'un puzzle que je n'avais jamais voulu assembler. Et pourtant, une part de moi refusait de le haïr complètement. Car la vérité, c'est que l'amour, même blessé, met du temps à mourir. Il se cache, tente de survivre dans les recoins de la mémoire, se dissimule sous de petits souvenirs. Un rire, une caresse, une promesse murmurée à l'oreille. Mais cette boîte a anéanti tous mes espoirs. Au fond, il y avait une vieille photo. Je l'ai sortie avec précaution. Il était là, souriant, plus jeune, le bras autour d'une femme que je ne reconnaissais pas. C'était le même chalet où nous avions passé notre lune de miel. Au dos de la photo, une date. 11 mois avant qu'il ne tombe malade. Le jour même où il m'a juré un amour éternel. J'eus la gorge serrée, comme si l'air pesait trop lourd sur mes poumons. La colère revint, mêlée cette fois à une sérénité qui ne surgit que lorsque le chagrin a tout consumé. Je n'avais plus besoin d'explications. Elles étaient toutes là, dans la photo, dans le collier, dans le silence. Il avait vécu une autre vie, et moi, sans le savoir, j'avais vécu aux côtés d'un fantôme. Je me suis levé lentement, le collier toujours à la main. Je suis allé jusqu'au miroir du salon et me suis regardé. La femme qui s'y reflétait n'était plus la même. Son visage était fatigué, ses yeux gonflés, mais une nouvelle force se lisait sur son visage. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était de la lucidité. C'était la prise de conscience que je ne pouvais pas changer ce qu'il avait fait, mais que je pouvais décider de ce que je ferais du reste. J'ai mis le collier, non pas en souvenir d'elle, mais comme preuve de ma propre existence. Un rappel que j'avais survécu à la vérité et que, aussi douloureuse fût-elle, elle m'appartenait désormais. Je suis allé à la fenêtre, j'ai ouvert les rideaux et j'ai laissé la lumière inonder la pièce. La clarté l'a empliée, et un instant, il m'a semblé que la maison respirait à nouveau. La pluie avait cessé, mais l'odeur de terre humide persistait, épaisse et palpable. La lettre, la boîte, la photo, chaque élément racontait une histoire enchâssée dans l'histoire. Et, au fond de moi, je sentais qu'il manquait encore quelque chose. Une pièce que je cachais non par culpabilité, mais par peur. Peut-être quelque chose qui pourrait tout changer à nouveau. J'ai regardé le coffre-fort, encore ouvert, les papiers à l'intérieur, et j'ai eu l'impression très nette que la vérité, celle que je croyais avoir atteinte, n'était que la surface. En dessous, il y avait une autre strate, plus profonde, plus sombre, qui m'appelait désormais. Une brise s'engouffra par la fenêtre, soulevant le bord d'un des dossiers dans le coffre-fort. Un mouvement subtil, presque imperceptible, mais suffisant pour que je comprenne. Je n'étais pas encore arrivé au bout. La maison semblait m'observer en silence, attendant mon prochain geste. Et soudain, j'ai réalisé que la peur et le courage sont faits de la même matière. Ils changent simplement de nom selon ce que nous décidons d'en faire. J'ai ramassé la mallette que le vent avait effleurée. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un voulait que je la voie. Les pages intérieures étaient jaunies, certaines couvertes d'empreintes digitales, comme si elles avaient été manipulées à la hâte. Sur la première page figurait un nom inconnu. Puis, des dates, des signatures, des contrats. Peu à peu, l'histoire a commencé à se dévoiler. Des placements, des comptes, des virements, le tout au nom d'une femme qui n'était pas moi. Le plus cruel était de constater le calme avec lequel elle avait bâti cette vie parallèle. Aucune erreur, aucune faille légale. Tout était méticuleusement planifié, comme si l'infidélité était devenue une habitude. J'ai fermé les yeux un instant. Le bruit lointain des voitures dans la rue se mêlait au tic-tac de l'horloge du salon, marquant le temps avec une précision troublante. Chaque seconde était un rappel. Le monde ne s'arrête pas quand on découvre qu'on a été trompé. Il continue de tourner.
Et il faut choisir, aller de l'avant ou rester prisonnier des décombres. J'ai plié soigneusement les papiers et j'ai remarqué une photo récente au bas du dossier, prise un mois seulement avant sa mort. On le voyait avec la même femme, souriant, dans un café que je connaissais bien. Celui où nous avions l'habitude d'aller le dimanche. À la même table d'angle où il me disait que le silence était notre refuge. J'ai senti mon sang s'emballer. Soudain, tous ces « j'ai besoin de temps » se sont transformés en images saisissantes de mensonges savamment orchestrés. Mais, étrangement, à la douleur s'ajouta quelque chose d'inattendu, la lucidité. Pour la première fois, je voyais les choses sans les idéaliser. Sans le voile de l'espoir, sans la peur de la solitude. La vérité, c'est qu'il m'a sous-estimé. Il a pris ma fragilité pour de l'incompétence. Il n'a pas compris que le silence des femmes mûres n'est pas une capitulation, mais une stratégie. C'est le moment où il nous faut comprendre où réside notre erreur et où se trouve notre force. J'ai commencé à penser à toutes ces femmes qui ont dû vivre une situation similaire, à toutes celles qui ont reçu moins que ce qu'elles méritaient et qui, malgré tout, s'en sont voulues. À toutes celles qui ont ravalé leurs larmes et esquissé des sourires pour que la maison continue de tourner. Et c'est peut-être pour cela que tant d'autres choisissent de rester ici, de suivre des histoires comme la mienne. Parce que, d'une certaine manière, chaque révélation ravive une vieille blessure. Une blessure que l'on apprend à bien dissimuler. Je me suis levé et j'ai commencé à tout ranger, mais cette fois, avec un regard différent. Le coffre-fort, jadis symbole de secret, était désormais le point de départ de ma libération. Chaque papier que je remettais à sa place semblait m'alléger d'un poids. La douleur était toujours présente, mais quelque chose en moi commençait à se réorganiser, comme un meuble ancien que l'on restaurait pièce par pièce. Le reflet du miroir me suivait du regard tandis que je parcourais la pièce. C'était comme si cette femme m'observait, attendant ma décision. Et c'est alors que j'ai compris, ce qu'il avait laissé derrière lui n'était pas qu'un mensonge. C'était une opportunité. Une invitation à recommencer à zéro, non pas sa vie, mais la mienne. La nuit tomba lentement, apportant avec elle un silence qui n'était plus douloureux. Les lumières de la ville scintillaient au loin et, pour la première fois, je me sentis appartenir au monde extérieur, et non plus prisonnière de ma maison. Le collier pendait toujours à mon cou et, lorsque je le touchais, le métal était chaud. C'était étrange, comme si cet objet, jadis symbole de trahison, était devenu le rappel constant de mon changement. Je me suis rassis à table, j'ai relu la première lettre, celle que j'avais commencé à lire aux funérailles, et j'ai compris que je n'en avais plus besoin. Ce qui avait été une souffrance était devenu une leçon. Et c'est peut-être pour cela que tant de gens se reconnaissent dans ces histoires. Car, à un moment ou un autre, nous avons tous été trompés par quelqu'un qui nous a promis un amour éternel. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. La douleur n'avait pas disparu, mais elle ne me contrôlait plus. Elle ne faisait plus partie de moi. Elle ne me définissait plus entièrement. Et dans ce moment de silence, une question s'est formée dans mon esprit, faible, presque un murmure. Que ferais-tu si tu découvrais que l'amour de ta vie avait bâti un monde sans toi? Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Le tic-tac de l'horloge semblait se moquer de moi. Chaque seconde creusait un fossé plus grand entre l'image que je me faisais de ma vie et la réalité. Les ombres projetées sur le mur prenaient forme, des souvenirs, des figures du passé. Je me voyais là, plus jeune, plus sûr de moi, riant à ses côtés lors de soirées, persuadé que l'amour et la sécurité ne faisaient qu'un. Mais qu'est-ce que la sécurité quand le sol sous vos pieds est pavé de secrets? Je me suis levé lentement. Le sol froid sous mes pieds nus m'a ramené à la réalité. J'ai erré dans la maison, traversant les pièces comme si je visitais un musée de ma propre naïveté. Chaque recoin portait encore l'empreinte de sa présence, le parfum de son eau de Cologne imprégnant sa cravate, la tasse ébréchée qu'il utilisait chaque matin, le vieux recueil de poèmes que je ne l'ai jamais vu terminer. C'était étrange de constater à quel point les mensonges laissent aussi des traces physiques. L'absence pèse lourd, mais le vestige de ce qui fut est encore plus cruel. Dawn m'a trouvée assise sur le canapé, la tête entre les mains. Pour la première fois, j'ai pensé non seulement à ce qu'elle m'avait fait, mais aussi à ce que j'étais devenu à force d'essayer d'être à la hauteur. L'amour, lorsqu'il nous aveugle, nous fait perdre non seulement l'autre, mais aussi nous-mêmes. Et la trahison, aussi dévastatrice soit-elle, est parfois le seul miroir capable de nous montrer ce que nous avons feint d'ignorer. À chaque souvenir, une nouvelle couche se dévoilait. Je me souvenais de son ton lorsqu'il me disait que je m'inquiétais trop. Des fois où il avait déformé mes soupçons en les transformant en exagération. De la façon dont il me faisait culpabiliser. Et moi, comme tant d'autres femmes,
J'avais endossé une culpabilité qui n'était pas la mienne. L'habitude de croire en l'amour avait occulté mon instinct de me protéger. Et ainsi, peu à peu, l'âme se tait. Dehors, le vent se leva. Les rideaux ondulaient sous la brise et la lune, se reflétant dans la vitre, illuminaient la lettre qui reposait encore sur la table. C'était comme si elle m'appelait à nouveau. Il y avait quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Une ligne à la fin, écrite en plus petits caractères. Je me levai et m'approchai. L'encre était presque imperceptible, délavée. Je lus et relisais les mots. Tout n'est pas ce qu'il paraît. Mon cœur battait la chamade. Ce n'était pas une métaphore. C'était un avertissement. Le genre de choses que seul quelqu'un qui craint son propre secret écrirait. J'ai regardé à nouveau le coffre-fort, toujours ouvert, comme une plaie béante. Et puis j'ai compris quelque chose qui m'avait échappé jusque-là. Il avait un double fond. Le bois légèrement déformé révélait ce que j'avais tenté de dissimuler jusqu'au bout. J'ai pris une profonde inspiration avant de la toucher. Mes doigts tremblaient. Le couvercle s'est soulevé, révélant une vieille enveloppe scellée à la cire, portant le même sceau que celui qu'il utilisait sur ses lettres commerciales. À l'intérieur, il n'y avait qu'une feuille de papier soigneusement pliée et une petite clé attachée par un fil rouge. Je l'ai ouverte. Si tu es arrivée jusqu'ici, c'est que tu es enfin prête. Ces mots résonnèrent en moi comme un murmure venu d'ailleurs. Ce que tu découvriras grâce à cette clé ne me concerne pas. Il te concerne. J'ai de nouveau regardé le fil, maintenant entre mes doigts. La clé était petite, ancienne et portait des traces d'usage. Elle semblait plus destinée à une boîte qu'à une porte. J'ai regardé autour de moi et j'ai essayé de me souvenir de tous les objets qui pourraient avoir cette forme. C'est alors que mon regard s'est posé sur le vieux coffre dans le coin, celui qu'il m'avait offert pour notre premier anniversaire et que je n'avais jamais réussi à ouvrir. Je m'approchai. Une odeur de bois et de temps m'enveloppa. Le métal de la serrure était froid, presque glacé. Je tournai la clé et un léger clic résonna dans le silence de la maison. À l'intérieur, un simple cahier brun, jauni par le temps. Ni nom, ni date. Je l'ouvris à la première page. Pour elle. C'est ce qui était écrit de sa propre main. Un instant, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Ce « elle » pouvait être n'importe qui, la femme sur la photo, ma sœur éloignée, ou même moi. Mais la façon dont les lettres étaient écrites, avec une tendresse contenue, m'a fait hésiter. J'ai effleuré le papier avec précaution, comme on effleure un souvenir vivace. Ces mots, pourtant si simples, eurent le pouvoir de bouleverser ma vie. Et là, le cœur partagé entre la peur et le courage, je compris, l'histoire n'était pas terminée. Elle commençait à peine à se dévoiler, strate après strate, comme une blessure qui, une fois exposée, entame enfin sa cicatrisation. Je tournai lentement les pages du carnet, et son écriture sembla se métamorphoser sous mes yeux. Plus le trait ferme et élégant que je connaissais, mais quelque chose de tremblant, presque hésitant. Pourtant, les mots portaient un poids que le temps ne pouvait effacer. Il écrivait comme quelqu'un qui tentait de se réconcilier avec son passé, comme si chaque ligne était une confession longtemps différée. Le premier paragraphe m'était adressé. Il m'appelait par le surnom que lui seul utilisait, un surnom que je n'avais pas entendu depuis des années, et soudain tout me parut plus intime, plus cruel. Si vous lisez ceci, c'est que vous comprenez enfin que la vérité ne meurt jamais, même lorsqu'on essaie de l'enterrer. J'ai senti la tension monter autour de moi. Elle parlait de décisions prises, par amour, de choix qui avaient sauvé une vie et en avaient détruit une autre. Mais le plus troublant était le manque de détails. Elle n'a jamais dit ni quoi ni qui. Elle n'a laissé que des indices, des fragments épars qui semblaient refuser de s'assembler. À chaque page, le texte devenait plus confus, un enchevêtrement de regrets et de peur. Il semblait dissimuler quelque chose, même à sa propre conscience. Ce n'était pas une trahison, disait-il dans un passage, c'était la nécessité. Mais la nécessité de quoi? De qui? Le bruit de la pluie se remit à tambouriner aux fenêtres, rythmant ma lecture. Mon cœur suivait ce rythme, s'emballant, agité. Sur l'une des dernières pages, une phrase m'a frappé de plein fouet. « Cherche Clara ». Le nom m'était familier, et pourtant lointain, comme l'écho d'un souvenir refoulé. Je l'ai répété doucement, comme si ce son pouvait faire remonter à la surface quelque chose d'oublié. Clara. Le nom résonnait en moi, m'illuminant d'une lumière troublante. Soudain, je me suis souvenu de la femme sur la photo. Le sourire, le regard. Il y avait chez elle quelque chose que je m'efforçais d'ignorer.
J'ai couru vers la photo et l'ai placée à côté du carnet. La ressemblance était frappante. Les mêmes traits délicats, la même étincelle dans les yeux. Mais il y avait une différence subtile, presque imperceptible, que je ne remarquais que maintenant. Les lèvres, la forme du menton, des traits qui me semblaient terriblement familiers. C'est alors que j'ai compris. Elle était assez jeune pour être ma fille. Un frisson me parcourut l'échine. Je retournai devant le miroir et contemplai mon reflet. Le même nez, la même forme de visage. Le poids de cette découverte m'envahit comme une avalanche silencieuse. Et si le secret que j'avais tenté de dissimuler pendant tant d'années n'était pas seulement une trahison, mais toute une vie bâtie sur un mensonge encore plus grand? Je me suis assise, les mains tremblantes. Des images tourbillonnaient dans ma tête, les appels téléphoniques chuchotés, les longs voyages, la culpabilité déguisée en gentillesse. Maintenant, tout prenait sens, ou du moins commençait à en avoir. Je suis retournée au carnet. Sur la dernière page, les mots étaient presque illisibles, estompés par une vieille larme. Un jour, il comprendra. Je voulais seulement les protéger. Protégez-les. Le mot résonna comme le tonnerre. 2 femmes. Elle et moi. Le monde se mit à tourner un instant. Je me levai, chancelante, sentant le sol se dérober sous mes pieds. La pièce me parut plus petite, l'air plus lourd. Toute ma vie, j'avais cru que son amour était mon refuge, et maintenant je comprenais que, peut-être, ce n'était qu'un mur, érigé pour dissimuler une autre histoire. J'ai regardé par la fenêtre. L'aube pointait, mais la lumière avait une autre tonalité, pâle, hésitante. La pluie avait cessé, mais les nuages couvraient encore le ciel, comme si le monde, lui aussi, oscillait entre révélation et silence. Sur le sol, la photo et le carnet gisaient côte à côte, comme 2 versions d'une même vérité. Et moi, là, au milieu, tiraillé entre le besoin de savoir et la peur de ce que ce savoir engendrerait. J'ai refermé le carnet lentement, comme on referme un chapitre qu'on n'a pas encore totalement compris. Dehors, un rayon de soleil a percé les nuages et illuminé le collier que je portais. La pierre bleue a étincelé un instant, vivante, presque palpitante. Et dans ce reflet fugace, je n'ai vu ni son visage, ni celui de la femme sur la photo, mais le mien. C'était comme si, enfin, l'histoire qu'il avait tenté de contrôler commençait à m'appartenir. Toujours inachevée. Toujours douloureuse. Mais, pour la première fois, vraiment mienne. Et même sans avoir toutes les réponses, je le savais, quelque chose d'autre m'attendait. Quelque chose que le carnet ne disait pas, mais que le silence obstiné s'obstinait à murmurer. Il m'était difficile de me lever. Mon corps était lourd, comme si chaque révélation y avait laissé une marque physique. La maison était plongée dans un silence dense, et pour la première fois, ce silence ne me menaçait pas, il m'appartenait. Je suis allée à la fenêtre et j'ai laissé entrer l'air frais. Le monde extérieur était différent, mais peut-être était-ce moi qui avais changé. Le soleil commençait à percer les nuages, et sa lumière filtrait à travers la vitre, illuminant le carnet fermé posé sur la table. Il n'était plus le symbole de la douleur, mais celui d'une période que j'avais moi-même choisie. J'ai ramassé le collier et les contemplé à la lumière du matin. La pierre bleue reflétait quelque chose d'inédit, peut-être la force, peut-être l'acceptation. Longtemps, j'ai cru que l'amour et la vérité étaient synonymes, mais je comprenais désormais que la vérité est ce qui demeure quand l'amour s'éteint. Et pourtant, elle peut aussi être une forme d'amour, l'amour de soi, celui qui naît lorsque toutes les autres formes d'amour se sont taries. Je suis retourné devant le miroir et me suis regardé calmement. Les rides qui m'avaient tant tourmenté ressemblaient désormais aux lignes d'une carte. Chacune racontait une histoire qui m'avait mené jusqu'ici. Je ne voyais plus une femme trahie, mais une femme éveillée. La différence est subtile et pourtant profonde. La première question est « Pourquoi ?». La seconde répond « Et maintenant ?» Et c'est dans ce « maintenant » que j'ai décidé de vivre. J'ai caressé une dernière fois les pages du carnet du bout des doigts et les remis dans la boîte, avec le collier. Puis j'ai refermé le coffre-fort. Non par peur, mais par respect. Il y a des vérités qu'il faut préserver, non parce qu'elles blessent, mais parce qu'elles ont déjà rempli leur rôle d'enseignement. Et celle-ci, je le savais, en faisait partie. J'ai parcouru lentement la maison, observant chaque chose d'un œil neuf. Les fleurs du vase du salon, jadis fanées, semblaient avoir repris vie. Le tic-tac de l'horloge, qui m'avait tant dérangé, sonnait maintenant presque comme une musique. Même les ombres sur les murs paraissaient moins marquées. C'est étrange comme la douleur se transforme quand on cesse de lui résister. Je me suis souvenu de Clara. Son nom, son visage,
la possibilité d'un lien au-delà du mensonge qui nous retenait. Un instant, j'ai songé à la retrouver. Non pour l'accuser, mais pour la comprendre. Peut-être était-elle, elle aussi, victime de cette même tromperie. Peut-être, comme moi, avait-elle passé sa vie à croire en une moitié qui n'avait jamais existé. J'ai ressenti une envie de rire presque enfantine. L'ironie de la situation était flagrante. Un homme qui avait passé sa vie à dissimuler son passé a fini par m'offrir un avenir que je n'aurais jamais trouvé sans ses mensonges. Parfois, la justice de la vie se déguise en tragédie. Je me suis assise à table et j'ai laissé le soleil caresser mon visage. J'ai fermé les yeux et j'ai inspiré profondément. La douleur était toujours là, c'est vrai. Mais désormais, elle avait un sens. Elle était comme un feu qui, après avoir détruit, purifie la terre pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Je savais qu'un jour je raconterais cette histoire, non pas pour exposer, mais pour libérer. Car chaque femme, à un moment donné, a besoin d'entendre que la fin d'un amour n'est pas sa propre fin. C'est à ce moment précis que beaucoup ressentent le besoin de laisser une trace silencieuse, un petit geste, comme pour dire « moi aussi, j'y suis passé ». Et c'est peut-être pour cela que je suis encore là, à partager mon expérience, car chaque histoire racontée allume une flamme chez celui qui l'écoute. Et c'est cette flamme qui nous maintient en vie. Je me suis levé, j'ai pris le carnet et je l'ai posé sur l'étagère, parmi mes livres préférés. Non pas en souvenir de lui, mais en souvenir de moi-même. Car, après tout, ce n'était pas l'histoire d'un homme qui a menti, mais celle d'une femme qui a enfin appris à voir. J'ai regardé par la fenêtre une dernière fois. Le matin battait son plein et le monde extérieur poursuivait son cours. J'éprouvais une paix étrange et sereine, comme celle de quelqu'un qui comprend enfin que tout n'a pas besoin d'une explication. Certaines vérités se suffisent à elles-mêmes. Aujourd'hui, je ne suis plus celle qui croyait aux promesses éternelles. Je suis celle qui a compris que l'éternité réside dans l'instant où l'on décide de ne se perdre pour personne. Et si vous m'avez suivi jusqu'ici, c'est que vous le savez aussi. La liberté commence lorsque la douleur se transforme en courage. Alors, avant de partir, laissez votre empreinte ici. Un mot, une pensée, quelque chose qui témoigne que cette histoire vous a touché, vous aussi. Car des histoires comme celle-ci ne s'arrêtent pas là. Elles transforment simplement ceux qui ont le courage de les écouter jusqu'au bout.